Ravi de vous retrouver sur France 24 à l'heure de l'info du jour. Il est 13 h à Paris, une heure de plus au Proche-Orient. J.D. Vance a ça y est rencontré Benjamin Netanyahou, le vice-président américain qui est à Jérusalem pour préserver le fragile cessez-le-feu observé à Gaza depuis le 10 octobre dernier. À l'issue du tête-à-tête, le numéro 2 de l'administration américaine a jugé la tâche très difficile pour désarmer le Hamas. L'accord pourrait pour autant, selon lui, permettre à Israël d'autres alliances au Moyen-Orient. On voit bien l'offensive de charme ou au moins la tentative des Américains. On va avoir l'occasion d'en parler dans un instant avec notre invitée Laetitia Bucaille. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Au programme de cette émission, y aurait-il de l'eau dans le gaz entre Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu? L'exécutif a montré ces dernières heures de grosses divergences de vues sur la question des retraites. Le président exclut toute suspension de la réforme comme annoncé par le Premier ministre. Le chef du gouvernement qui dans la foulée a répondu maintenant sa position et offrant aux socialistes des garanties. On vous en parlera avec Roselyne Febvre dans le Club France 24 à 14 h. À l'heure où les Russes annoncent avoir pris le contrôle d'une nouvelle ville à l'est de l'Ukraine, derrière l'image s'intéressera à Kherson, cette localité libérée, souvenez-vous, en novembre 2022, mais désormais exposée à une nuée de drones russes. Un convoi humanitaire de l'ONU a même été attaqué le 14 octobre dernier. On vous en parlera avec Guillaume Maurice de l'équipe des Observateurs de France 24. L'info du jour, c'est donc cette rencontre qui avait lieu ce matin à Jérusalem. Le vice-président américain a rencontré Benjamin Netanyahou tout à l'heure. J.D. Vance qui a poursuivi avec le président israélien dans la foulée. Washington, vous le voyez, met absolument tous les moyens et poursuit son offensive diplomatique, offensive même presque de charme pour tenter de convaincre Israël de ne pas céder à la tentation de mettre fin à la trêve. Cet accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre est sérieusement fragilisé par la reprise des échanges. Quel avenir dans ce contexte pour cette trêve qui montre déjà des signes d'essoufflement? Quelle chance aussi de parvenir à tourner la page alors que le Hamas refuse toujours catégoriquement de déposer les armes. Et J.D. Vance a lui-même jugé ce matin la tâche très difficile. Ce sont ces mots employés. On va aborder ces questions avec notre invitée Laetitia Bucaille. Bonjour, professeure de sociologie politique à l'INALCO, spécialiste du conflit israélo-palestinien et auteur d'un ouvrage qui vient de sortir, Gaza. Quel avenir? Un mot peut-être déjà pour commencer de cette séquence qui avait lieu à la mi-journée. On sent bien la volonté des Américains de voir l'initiative, si ce n'est aboutir, au moins ne pas capoter tout de suite cet accord de trêve. On voit qu'on met les moyens sur la table pour en tout cas essayer de convaincre les Israéliens de se retenir. Oui, tout à fait. Trump a montré une grande détermination pour établir ce plan de paix qu'il estime absolument formidable, fabuleux pour l'éternité. Mais donc dans ce plan, il fixe quelques grands objectifs, mais il reste assez vague sur les modalités de mise en œuvre. Et donc il envoie un certain nombre de ses proches pour négocier et pour trouver des solutions pour la mise en œuvre de ce plan. Et essayer notamment la question se pose sur les forces militaires qui devrait être présente à Gaza pour sécuriser Gaza et faire tampon entre Israël et le Hamas. La force internationale, c'est comme ça qu'on l'a vendu. Des forces internationales, et dont il reste quand même à décider qui vont être ces forces internationales. Est-ce que ça va être des Égyptiens? Il est question que ce soit aussi des Indonésiens et des Turcs. On sait que justement, la question de la présence turque à Gaza déplaît beaucoup aux Israéliens qui estiment que ça ne serait pas assez sûr pour eux d'avoir des forces armées turques, qu'elles risqueraient d'être trop proches de l'idéologie du Hamas ou du Hamas lui-même. On voit derrière vous J.D. Vance à l'heure du déjeuner avec son épouse Benjamin Netanyahou autour de la table. Séquence où on perçoit quand même une forme de détente. C'est la troisième personnalité de haut rang issue de l'administration américaine à se rendre sur place en l'issue de quelques jours. Il y a Jared Kushner et Steve Witkoff qui se sont pressés à Jérusalem en début de semaine déjà. On va d'abord revenir sur ce qui s'est dit ce matin avec Valériane Gauthier. Ce sera donc dans quelques instants. En tout cas, J.D. Vance l'a concédé. On va peut-être pouvoir entendre le vice-président américain tout de suite. Ce sont les mots qu'il a employés et ça veut quand même dire beaucoup de choses. Ça va être très difficile. Je suis optimiste, mais ça va être très compliqué. On écoute, on en reparle juste après.
Nous sommes très enthousiastes à l'idée de nous asseoir autour de la table et de travailler ensemble sur le plan de paix pour Gaza. Nous avons une tâche très difficile devant nous, celle de désarmer le Hamas, ainsi que nous assurer que le Hamas n'est plus une menace pour nos amis en Israël. Ce n'est pas une tâche facile. Je pense que le Premier ministre le sait tout autant que n'importe qui, mais avec l'administration Trump, nous nous y sommes engagés. Il y a beaucoup de travail à faire, mais je suis très optimiste. Voilà, il y a beaucoup de travail à faire. Je suis optimiste, mais ça va être très compliqué. Il dit à peu près tout et son contraire dans cette même phrase. Comment est-ce que vous interprétez ce genre de sortie qui paraît quand même assez surréaliste? Les Américains ont eu le temps de voir les choses venir. Oui, de toute façon, il y a beaucoup de contradictions dans les discours des uns et des autres. C'est-à-dire Trump qui, à la fois, dit qu'on peut compter sur le Hamas pour rendre les otages. Justement, Vance qui dit que c'est difficile de retrouver les otages puisque le corps, les dépouilles des otages israéliens, certains se trouveraient sous les décombres d'immeubles. Donc, il dit qu'il faut patienter puisque le travail est difficile. Et puis, en même temps, il y a aussi ces menaces contre le Hamas pour dire que s'ils n'obéissent pas, on va les annihiler, les détruire, etc. Donc il y a tout ce jeu de la carotte et du bâton sur chacun des protagonistes pour essayer d'imposer cette trêve, qu'elle dure et qu'elle débouche sur un scénario, alors peut-être pas un scénario de paix, mais en tout cas un scénario de pacification où les Américains, via des alliés choisis, imposeraient le maintien d'un cessez-le-feu durable et des arrangements de sécurité. Ce serait plutôt des arrangements de sécurité qu'un véritable plan de paix, qu'une véritable souveraineté palestinienne. Ça, on en est encore D'ailleurs, très loin. personne ne l'appelle comme ça, le plan de paix. Au début, on a commencé à l'appeler comme ça et on a fini par parler du plan américain, du plan de Donald Trump. Vous parlez de quelque chose qui est important. Chacun a ses priorités et on sait que pour les Israéliens aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est le retour des otages en Israël. Les otages vivants, ils étaient 20, ont été rendus à leurs proches, rendus aux Israéliens. Et les dépouilles, elles, on voit que ça prend du temps. Et cela aussi, c'était annoncé. Il y a 2 nouveaux corps d'otages qui ont été rendus hier soir. Ils ont pu être identifiés par les autorités israéliennes. C'est évidemment l'un des points cruciaux du maintien du cessez-le-feu. Le récit tout de suite en images de Lou Kissiela. Dans ces fourgons sous escorte, les corps de 2 otages israéliens rendus par le Hamas. Ils s'appelaient Aryeh Zalmanovich, 85 ans, et Tamir Hadar, 38 ans. Tous 2 auraient trouvé la mort en captivité en 2023. À Tel Aviv, les familles des otages se réjouissent de ces retours, mais continuent de manifester devant l'ambassade américaine. Il y a encore des otages à Gaza qui sont détenus depuis plus de 2 ans par le Hamas. Des familles qui attendent chaque jour l'appel, qui leur annoncera que leur proche va enfin rentrer à la maison. Et pourtant, une fois de plus, nous faisons confiance à Trump. Un cessez-le-feu suspendu à la restitution de toutes les dépouilles des otages. Le Hamas invoque la difficulté à les retrouver dans les décombres de Gaza. Le vice-président américain J.D. Vance est en Israël depuis hier pour tenter de maintenir la trêve et il se dit optimiste. Certains de ces otages sont ensevelis sous des tonnes de décombres. Personne ne sait même où ils se trouvent. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas tout mettre en œuvre pour les retrouver. Et ça ne veut pas dire non plus que nous ne sommes pas convaincus d'y parvenir. Il va juste falloir être un peu patient. Après 737 jours à Gaza, cet ancien otage retrouve la colonie où il a grandi, en Cisjordanie occupée. Souriant mais amaigri, il remercie la foule comme transcendé par son retour. Depuis les tunnels de Gaza, depuis l'obscurité, je suis enfin ici avec le peuple d'Israël, dans la lumière. Nous sommes revenus il y a 8 jours, moi et les autres otages. Et depuis, nous recevons l'amour de tout le peuple israélien. Tous les otages israéliens vivants sont désormais rentrés chez eux. Restent 13 dépouilles à retrouver dans Gaza. En échange, Israël a remis, pour l'instant, les corps de 165 Palestiniens. Voilà, 15 dépouilles sur les 28 seulement restituées aux Israéliens, jusqu'à ce que l'intégralité des corps des captifs, des ex-captifs n'auront été remis à l'État hébreu. Il y aura cet état de tension entre les 2 parties. Oui, c'est-à-dire que chaque partie peut en fait utiliser cette question pour
troubler le scénario de pacification. C'est-à-dire que du côté israélien, Netanyahou peut arguer du fait que le Hamas montrerait trop de mauvaise volonté à rendre les dépouilles. Et du côté du Hamas, peut-être que le Hamas cherche aussi à gagner du temps en retardant la remise de ces dépouilles. Mais bon, il y a effectivement des raisons objectives pour que ça prenne un peu de temps. Évidemment, chacun a ses questions qui sont posées. Du côté des Palestiniens, on entend dire aussi il faut que les troupes israéliennes se retirent. Là, on a vu une délimitation concrétisée, matérialisée par une ligne jaune hier par les troupes israéliennes. Ça aussi, c'est un sujet côté palestinien. Oui, alors il faut voir qu'avec ce plan proposé par Trump, le Hamas est bien en deçà de ce qu'il avait exigé au départ, puisque le Hamas consentait à rendre les otages, à mettre fin à la guerre, si, notamment, l'une de ces conditions, c'était que Israël se retire complètement de la bande de Gaza. Donc là, on est bien en deçà de cette exigence. Et ça, on l'a su très vite. On a entendu très vite Benyamin Netanyahou. Je me souviens de la séquence quand il est reçu à Washington, à la Maison-Blanche. Il y a Donald Trump qui énonce ses points, les 20 points de son plan. Et juste à côté, dans la foulée, il y a le Premier ministre israélien qui reformule à sa sauce. Oui, il y a bien sûr des divergences aussi entre les Israéliens et les Américains, et les envoyés américains comme J.D. Vance ou Witkoff ou Kushner sont là pour arrondir les angles et essayer de trouver à chaque fois des solutions. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qui est certain, c'est que chaque parti a quand même beaucoup renoncé à ses exigences, parce que pour Israël, l'idée c'était d'avoir un Hamas complètement détruit qui disparaîtrait complètement de la circulation. Ce n'est pas encore le cas. On ne sait pas ce qui se passera une fois que tous les otages, toutes les dépouilles auront été rendues. Mais ce qu'on voit en tout cas actuellement, c'est que le Hamas, c'est un interlocuteur pour les Américains. Et les Américains parlent directement au Hamas. Donc ça, on peut dire que c'est un gain que le Hamas n'attendait peut-être pas, mais qu'il a obtenu. Ça, c'est pas l'échec même de cette guerre, de cette offensive israélienne lancée il y a 2 ans. Benyamin Netanyahou avait promis d'éradiquer le Hamas. On voit aujourd'hui que les Américains discutent en direct avec le Hamas. Aucune partie n'a remporté la guerre. C'est une guerre impossible à remporter. Et malgré sa puissance de feu, malgré l'ampleur des destructions, malgré le nombre de morts que Israël a causé, il n'a pas vaincu, n'a pas éliminé le Hamas. Il n'y a pas de reddition du Hamas pour le moment. Alors on peut... C'est pas exclu que le Hamas... Vous dites pas encore, pas pour le moment. Les mots ont leur importance et je suis très attentive à ce que vous dites. Ça veut dire quoi que vous, pour vous, c'est envisageable que le Hamas notamment rende les armes. Jusque-là, le mouvement islamiste a toujours dit non, il en est hors de question. Ce n'est pas exclu qu'il rende les armes, ou en tout cas qu'il fasse quelque chose qui ressemble à rendre les armes. C'est-à-dire, par exemple, il a parlé de geler son arsenal. Donc les mots ont leur importance, ça permet de sauver la face. Ça veut dire ça suffira pour les Israéliens, entre parenthèses. Geler l'arsenal, ça va suffire pour les Israéliens. Non, mais bon, ce qui compte finalement, c'est qu'ils arrêtent de combattre, qu'une partie des chefs s'en aille éventuellement à l'étranger. Après, quand même, il faut que l'accord ne soit pas totalement défavorable aux Palestiniens, sinon il y aura toutes les raisons que des troupes restantes du Hamas ou d'autres groupes se mettent à réutiliser les armes contre Israël ou contre les forces qui seront présentes dans la bande de Gaza. Donc l'intérêt des Israéliens, l'intérêt de la poursuite de ce plan de pacification, pour les Américains, pour les Israéliens, pour tout le monde, ce n'est pas d'écrabouiller complètement les Palestiniens, sinon il y aura des motifs de révolte sérieux. Alors ça, c'est la vision internationale, mais la vision des Israéliens n'est pas tout à fait la même, on le sait. Et d'ailleurs, au sein de ce gouvernement d'extrême droite, certains le revendiquent haut et fort aujourd'hui. Le Hamas qui refuse, jusque-là, on va employer vos mots, d'envisager son désarmement. Ces combattants se sont redéployés, ils n'ont jamais été autant visibles dans la bande de Gaza. On a le sentiment qu'ils sont sortis de leur tanière, on les voit armés et faire régner l'ordre aujourd'hui dans les rues. Ça, c'est la réalité. On sait que ça va être la phase 2 du plan Trump. On est encore loin d'achever la phase 1, la phase 2. On a l'impression que ça va être finalement une impasse quand on voit ces images des milices islamistes, du mouvement islamiste dans les rues en train de régner en maître. Oui, alors en fait, il y a une hypothèse selon laquelle les membres des forces armées du Hamas
seraient plus nombreuses qu'au 7 octobre. Parce qu'en fait, à la faveur de la guerre et des destructions israéliennes et de la mort semée par l'armée israélienne, le Hamas aurait pu recruter énormément parmi les Palestiniens endeuillés, touchés par la guerre. Alors, c'est ce qu'on dit ou c'est documenté, ça? C'est documenté. Après, quelle exactitude, hein. Enfin, ça reste quand même des estimations. Parce qu'on dit aussi que la guerre a porté un coup sérieux et réel au mouvement islamiste. Bien sûr, c'est-à-dire que son arsenal est quand même très, très affaibli. Et puis, ces nouveaux combattants ne sont sans doute pas aussi bien formés que les anciens combattants qui se sont entraînés pendant des années. Cela dit, ce qui peut aller dans le sens du processus de paix et ce qui peut aller dans le sens d'un apaisement, d'une pacification, c'est que la manière dont fonctionne le Hamas, c'est que lorsque la direction parvient à prendre une décision, généralement par consensus, hein, mais bon, il y a des gens qui sont en désaccord, les troupes du Hamas sont suffisamment disciplinées pour obéir aux consignes de la hiérarchie. Donc ça peut laisser espérer une mise au pas du Hamas, ce qui serait sans doute utile pour consolider cette pacification, c'est que le Hamas obtienne de jouer un rôle politique, sous une forme ou sous une autre. Peut-être en changeant de nom, peut-être en ayant un nouveau logo, une nouvelle identité, un nouveau nom. C'est ce qui est en discussion en coulisses, parce que c'est absolument pas ce qui est dit officiellement, mais on sait que l'officieux souvent pèse plus. Mais quand les Américains disent on n'en est pas du tout et on n'a pas l'intention pour le moment, on voit bien, hein, Donald Trump s'y refuse, J.D. Vance l'a redit encore aujourd'hui, on va pas donner de date butoir au Hamas pour déposer les armes. C'est ce qu'il faut entendre en second plan. En tout cas, un des objectifs du Hamas, c'est de rester un leader pour la cause palestinienne et de voir nationalement, régionalement, internationalement son leadership reconnu, son rôle reconnu. Et ça, les Américains laisseront faire? Je ne sais pas, mais ça va être un des objets de la négociation. Et le Hamas n'aura pas forcément les moyens de s'opposer ni aux Américains, ni si ses alliés proches le lâchent et mettent trop de pression sur lui. On sait que les concessions qu'il a faites actuellement, c'est parce que le Qatar, les Égyptiens, les Turcs ont exercé une pression très importante sur lui pour qu'il cède et qu'il renonce à un certain nombre de ses objectifs. De la même manière que les Américains ont mis la pression sur les Israéliens aussi pour accepter ces accords. Donc en fait, ce sont deux parties qui ont accepté quelque chose qu'elles ne voulaient pas, mais sous la pression des uns et des autres, si on devait traduire ainsi les choses. Au vu de ce qui se passe là sur le terrain, il y a des négociations entre le Hamas, les Égyptiens, les Américains, les Israéliens qui sont quasiment chaque jour visités par des délégations américaines avec des personnalités de haut rang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est encore en train de négocier. En fait, on en est qu'au début, là. Ah bah oui, ça, on va négocier jusqu'au bout. Et puis, les négociations vont continuer même en cours de route parce que tout le millefeuille sécuritaire qui est prévu pour administrer Gaza risque d'être compliqué à gérer au jour le jour. Et sans doute, il y aura tout un tas de choses en continu à marchander pour savoir comment est-ce que Israël articule ses forces, son contrôle avec des troupes étrangères, internationales qui seraient chargées de sécuriser Gaza. Troupes américaines au sol à Gaza, ça il l'a redit, J.D. Vance, là aussi on peut faire confiance aux Américains? Ils n'ont pas envie de s'engager sur le terrain. Les Américains n'ont pas tellement intérêt à envoyer des troupes à Gaza et de s'exposer. Ils seraient évidemment vus comme l'allié direct d'Israël. Donc ça serait quand même s'exposer à beaucoup de choses. Et puis il y a quand même, parmi ceux qui soutiennent le gouvernement américain, le président américain, une tendance isolationniste qui n'a pas du tout envie d'exposer ses troupes au Moyen-Orient. Cet accord de cessez-le-feu a eu pour mérite de laisser les populations civiles retourner chez elles. On a vu des centaines de milliers de Gazaouis qui avaient été contraints de se déplacer pendant cette guerre, de pouvoir retourner chez eux, regagner leur foyer. Cessez-le-feu fragile, on vient de le dire. Encore faut-il pouvoir retourner chez soi, encore faut-il avoir un domicile, parce que nombre de bâtiments ont été détruits pendant cette guerre. Et puis emprunter les routes est extrêmement risqué, dangereux. Le service de lutte anti-mine de l'ONU alerte d'ailleurs quotidiennement sur le risque accru pour les Palestiniens de tomber sur des explosifs. Le récit tout de suite de Lou Kissiela. Depuis le cessez-le-feu du 10 octobre, les Palestiniens peuvent à nouveau se déplacer dans Gaza. Mais quand ils marchent au milieu des ruines, le danger est encore là, sous chacun de leurs pas, car des explosifs sont enfouis dans les décombres. Le service de lutte anti-mine des Nations Unies, l'UNMAS, déclare avoir reçu près de 100 demandes de déminage depuis le début de la trêve,
et le problème risque de s'aggraver. Le danger va s'intensifier à mesure que les gens se déplacent, et surtout lorsque les efforts de reconstruction commenceront. Depuis le début de la guerre, l'UNMAS a recensé 328 victimes d'engins explosifs, un nombre largement sous-estimé selon l'agence de l'ONU. Les experts en neutralisation des mines procèdent à des évaluations techniques sur toutes les zones à risque de Gaza et s'efforcent de déblayer 50 à 60 millions de tonnes de débris contaminés. Les services qui pourraient stabiliser la situation, permettre aux gens de retrouver un mode de vie normal, les infrastructures vitales, c'est toujours la priorité. Nous nous concentrons donc d'abord sur ces aspects. Des explosifs pourraient se trouver sur le chemin de l'aide humanitaire qui, après des mois de blocage, entre péniblement dans Gaza. Voilà, la difficulté de se déplacer dans ces territoires totalement ravagés, ça c'est l'une des problématiques pour les Palestiniens, les civils. Oui, ça risque de s'inscrire dans la durée. Donc il y a non seulement en fait le problème de la destruction de la bande de Gaza, de ses infrastructures, des logements, du système de santé, des écoles, des universités, mais effectivement aussi ce danger permanent qui va perdurer pendant plusieurs années du danger d'explosion des mines, oui, bien sûr. L'explosion des mines qui n'est qu'une des problématiques sur la longue liste qui existe aujourd'hui. Il faut aussi se nourrir quotidiennement. Alors on sait que l'accord de cessez-le-feu permet le retour de l'aide humanitaire, mais encore pas en assez grand nombre. Oui. Ça reste un problème, ça reste un moyen de pression du côté israélien, de faire rentrer plus ou moins de camions dans la bande de Gaza. Grâce à l'ouverture des points de passage, notamment. On en a vu certains rouvrir, on a vu les Israéliens aussi jouer sur les annonces, dire ça va rouvrir aujourd'hui, puis finalement pas. Oui, et puis à partir du moment où il y a eu cet accrochage avec un groupe armé, le point de passage a été refermé. Bon, il a rouvert depuis, mais ça reste un moyen de pression continu sur les Palestiniens, enfin, dont les Palestiniens souffrent directement. La population palestinienne souffre directement. Ce n'est pas forcément les gens du Hamas qui sont les plus exposés au manque de nourriture. On a vu depuis le 10 octobre l'aide rentrer de nouveau dans les territoires en termes d'organisation, parce que la distribution, on a vu là aussi tout et n'importe quoi se produire, notamment avec l'entrée en scène de cette société privée américaine. Ça avait été dramatique. Comment ça se passe? Quels sont les retours du terrain là? Oui, alors justement, cette Gaza Humanitarian Foundation à laquelle vous faites allusion, dont la distribution effectivement a été chaotique, c'est-à-dire que c'était à la fois mal organisé, mais les Palestiniens qui venaient chercher l'aide alimentaire risquaient leur vie, puisqu'ils se sont fait tirer Beaucoup sont dessus. morts. À plus d'1 millier de Palestiniens qui sont morts en allant chercher de l'aide alimentaire. Bon, cette expérience semble terminée, puisque là, les Américains ont redonné le témoin aux agences de l'ONU pour procéder à des distributions alimentaires. Et ce sont des agences qui sont spécialisées dans ce domaine et qui savent normalement comment s'y prendre. Mais le démantèlement de ce réseau de distribution a effectivement été terrible pour la bande de Gaza, puisqu'on a vu qu'il y a des milices qui sont rentrées en jeu, enfin des groupes armés, des groupes mafieux qui ont pris le contrôle, parfois avec l'aide des Israéliens, pour mettre la main sur des camions, distribuer l'aide, enfin plutôt la revendre et faire du profit. Donc là, oui, on est dans un scénario où normalement on redonne le témoin à des agences de l'ONU, bien qu'elles aient été tout à fait décriées par Israël. Vous qui avez écrit ce livre qui vient de sortir, Gaza, quel avenir, avec ce point d'interrogation bien sûr, la priorité, ça va être quoi ? La priorité, ça va être de donner des conditions de vie décentes aux Gazaouis pour qu'ils puissent vivre, se nourrir, travailler, étudier. C'est très important pour les Palestiniens de manière générale. Alors que la quasi-intégralité des universités ont été réduites en sens, c'est partie des cibles qui ont été visées en premier par les Israéliens. Oui, toutes les universités ont été détruites et je crois que plus de 80% des écoles ont aussi été détruites. Donc c'est un vrai défi de reconstruire ça. Il va falloir beaucoup d'inventivité pour essayer de trouver des solutions provisoires en attendant une reconstruction plus ample de la bande de Gaza. Mais bien sûr, les conditions précaires
vont être durables. La précarité va durer. Il y a Benjamin Netanyahou qui a dit ce matin aux côtés de Ginny Vance, nous avons discuté l'idée du jour d'après ensemble. Je sais que chacun évidemment a sa lecture et a sa propre vision des choses. Nous sommes en train de créer, je le cite évidemment Benjamin Netanyahou, un lendemain incroyable avec une vision complètement nouvelle. Ça laisse présager quoi, ça? Alors, je ne sais pas, on a l'impression qu'il adopte un peu le vocabulaire de Trump, avec des incroyables... La Riviera du Moyen-Orient, mais qu'il a mis de côté, Donald Trump. On l'a vu, il s'est ravisé. Mais il a toujours... Netanyahou. Il a toujours cet enthousiasme sur les mots et sur les manières de qualifier ce qu'il prévoit. Alors, peut-être ce qui peut apparaître séduisant pour des Américains, des Israéliens et peut-être d'autres, ça serait des perspectives de faire du business en se lançant dans l'immobilier. Mais ça paraît quand même être un peu un mirage. Quoique je ne doute pas qu'il y ait des entreprises qui puissent faire de l'argent là-dessus. La Gaza Humanitarian On en est loin, très loin quand on Foundation. voit ce qu'il y a derrière vous. Pardon, Oui, mais bien sûr. Mais ce n'est pas les Palestiniens qui vont faire de l'argent. C'est éventuellement ceux qui construiront des promoteurs immobiliers. Mais ça paraît quand même être... peut-être incertain. C'est peut-être un rêve ou un dessin qui ne se réalisera pas tout à fait comme prévu. Mais il y a cette idée toujours que le business pourrait sauver la paix. C'est notamment quelque chose que j'explique dans le livre, c'est qu'il y a anciennement cette idée que l'économie pourrait contribuer à convaincre chacun de renoncer finalement à ses aspirations politiques et de s'enrichir. Mais d'une part, il n'est pas sûr que les Palestiniens s'enrichissent beaucoup avec la reconstruction de Gaza. Et ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'on devient riche ou qu'on atteint un niveau de vie convenable qu'on renonce à ses aspirations politiques. Il y a plein d'exemples en Europe notamment où on sait que les Catalans ne sont pas les plus pauvres des Espagnols, ils sont quand même nationalistes. Donc ce n'est pas parce que demain, si ça peut être le cas, les Gazaouis deviendraient prospères, qu'ils renonceraient à un dessein politique pour eux-mêmes. Surtout après ces 2 années qui viennent de s'écouler, je suis tentée d'ajouter. Merci beaucoup Laetitia Bucaille, merci d'avoir été l'invitée de l'info du jour. Évidemment, Paris Direct se poursuit dans quelques instants. Place au journal, reste avec nous.